le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Sename Kofi Agbojinou, architecte, anthropologue, penseur, designer, serial fondateur, notamment de l'African d'architecture qui abrite de nombreux projets, dont le WELAB, un immense espace d'expérimentation technologique basé à Lomé au Togo, dans lequel les nouvelles technologies sont travaillées au service de principes ancrés dans des traditions éthiques africaines qui se caractérisent par la prise en charge, dans un même geste, du souci d'habiter la terre et de faire humanité en commun. C'est ce qu'il nomme la cosmoéthique des sociétés traditionnelles qu'il décrypte dans les architectures vernaculaires. Sename Kofi ouvre les horizons de nos imaginaires du futur, ceux d'une modernité africaine radicalement ancrée dans ses valeurs profondes, encodée dans ses architectures traditionnelles, engrammée dans les gestes du quotidien de l'économie de la vie en commun. À travers la question de la ville et du bâtiment, il nous invite à penser non pas la dystopie de devenir nègre du monde, mais l'utopie réaliste de la civilisation du monde contemporain par son africanisation, sa sortie de la marchandisation, son ubuntuisation. Sename Kofi nous partage ses intuitions et sa vision de ce que peut être la ville africaine et le monde de demain. Après une critique en règle du projet libéral technoscientifique de la Smart City, il nous permet de comprendre le potentiel qu'offrent les technologies actuelles pour renforcer les échanges et interactions hors marché et voir comment on pourrait métropoliser cette forme d'économie au lieu de la renforcer en imposant le paradigme de la valeur tel que le conçoivent les sociétés traditionnelles qui la place dans l'échange, le lien, la relation et non pas dans ce qui est échangé ni dans le témoin de la valeur. On entrevoit ainsi une des manières dont on pourrait changer d'époque et bâtir une civilisation basée sur des principes cosmoéthiques que le présent appelle urgemment habiter la terre et faire monde en commun. Écoutons le témoignage de la sagesse des anciens qui ont su, je le répète, prendre en charge dans un même geste le souci d'habiter la terre et de faire humanité en commun. Cet épisode a été enregistré en marge des ateliers de la pensée à Dakar en novembre 2019. On vous invite à regarder toutes les captations de ce formidable événement de la vie des idées. Merci à toute l'équipe des ateliers et à Joyce en particulier. Bonne écoute. Sename Kofi Agbojinou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes togolais, vous avez fait des études de design, d'architecture et d'anthropologie. Vous avez fondé la structure WELAB, le Fab Lab WELAB à Lomé au Togo. Cette structure est elle-même abritée par une autre qui s'appelle l'African d'architecture, qui est un peu la maison mère de vos différents projets. Alors, Sename Kofi, vous vous intéressez à l'architecture vernaculaire en Afrique. Vous travaillez également sur des nouvelles technologies et les enjeux de la Smart City africaine. On va parler avec vous des enjeux qui sont soulevés par les nouvelles technologies et leur intégration aux dynamiques africaines à travers la question de la Smart City, mais pas que, à travers également toutes vos recherches sur ce qui concerne l'architecture vernaculaire que vous allez nous expliquer. Mais alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous raconter votre parcours? Comment passe-t-on du design à l'architecture, puis à l'anthropologie et aujourd'hui à la Smart City? Comment est-ce que tout ça s'articule? Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous introduire à votre parcours et votre trajectoire intellectuelle et puis professionnelle?
Alors, je vais essayer de reprendre le fil du parcours. J'avoue que je ne suis pas sûr que ça sera très simple. Donc j'ai commencé les études supérieures en design avec très certainement la volonté de me servir de cette discipline pour corriger un peu à mon petit niveau quelque chose qui me provoquait une frustration depuis l'enfance, qui est que j'avais l'impression de vivre dans une modernité africaine qui n'était pas africaine dans les objets qui nous entourent. J'avais l'impression que nous étions en Afrique, mais que le concept n'était pas africain, les canons, l'esthétique n'était pas foncièrement africaine. Et donc je me suis dirigé vers cette discipline parce qu'elle me permettait ou elle me permettrait de penser des objets plus africains, mais essentiellement dans une perspective esthétique. Et j'ai compris à l'école du design que un designer ne pouvait pas faire du bâtiment alors qu'un architecte, lui, pouvait faire du design. Donc j'ai décidé vraiment par volupté et envie d'en faire plus, de passer à l'architecture. Et vous avez quitté Lomé, où vous êtes né, où vous avez grandi, pour vos études de design à Paris, et à partir de là, donc du design, passer à l'architecture, et de l'architecture à de l'anthropologie, parce que j'ai compris que l'objet aussi, mais surtout l'architecture, était la projection au sol d'un réseau de préoccupations très complexes où il y avait de la parenté, du système de pensée, du politique, etc., qui n'était pas réellement à la portée des architectes. Et il fallait être anthropologue pour comprendre cette complexité-là et vouloir faire des bâtiments d'aujourd'hui qui soient africains et qui prennent beaucoup des architectures dites traditionnelles sans comprendre ce qui cristallise en quelque sorte ces architectures-là, c'était faire une économie qui pouvait être coupable. Donc je suis passé en anthropologie pour aller un peu plus, pénétrer un peu plus cette complexité de la structure sociale et par là comprendre mieux les architectures traditionnelles et voir quelles leçons on pouvait mobiliser en elles pour faire du bâtiment très moderne et très contemporain. Et est-ce que c'est en travaillant sur une approche de l'anthropologie que vous êtes arrivé à vous intéresser aux nouvelles technologies, justement, aux nouvelles technologies ou à ce que, là encore plus loin, les nouvelles technologies appliquées à l'urbanisme et à la ville, à l'organisation urbaine. Comment s'est fait cette articulation entre le souci de l'esthétique africaine, du design dans les objets, à un souci peut-être plus de construction de dispositifs qui fonctionnent différemment, qui organisent la structure sociale différemment. Alors ce qui amène aux nouvelles technologies, c'est toujours cette envie d'en faire un peu plus, de passer à l'échelle dans cette préoccupation-là. Et donc moi, avec la casquette d'architecte et d'anthropologue, je pouvais faire ce que je voulais faire, que j'appelle du néo-vernaculaire, assez simplement en produisant des bâtiments qui mobilisent des ressources du cru, des matériaux locaux, mais aussi s'inscrivent dans des traditions locales. Mais il y avait une barrière qui est celle de la ville. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas faire du vernaculaire à l'échelle de la ville. Alors juste, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que le vernaculaire, l'architecture vernaculaire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Faire du vernaculaire, pour moi, c'est faire avec le lieu, que ce soit en termes de ressources, de savoir-faire et de mobilisation, de dynamique locale. Donc, pour parler d'architecture, une architecture vernaculaire serait une architecture qui serait rigoureusement située. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il était impossible de faire du vernaculaire à l'échelle de la ville, parce que ces constructions étaient beaucoup trop à l'échelle, justement, pour pouvoir mobiliser toute la subtilité des installations beaucoup plus ponctuelles, plus cohérentes, qui sont les installations villageoises. Et il s'est passé que, un peu par accident, j'ai abordé ce qu'on appelle l'éthique hacker. Je me suis rendu compte qu'il y avait dans l'univers des nouvelles technologies une petite niche incarnée justement par cette éthique hacker qui avait peut-être les ressources
de faire passer une éthique vernaculaire à l'échelle. Et donc on pouvait peut-être produire une ville entière qui serait vernaculaire si on s'autorisait à faire rentrer les ressources que les nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui. Donc il m'a semblé qu'il se passait quelque chose d'assez singulier, un effet un peu trou de verre qui fait que le très moderne, le très avancé en termes de nouvelles technologies refaisait boucle avec des préoccupations très de la simplicité, du modeste, du distribué, etc. Et je me suis dit qu'il fallait accélérer ponctuellement pour les besoins de l'expérimentation, dans le cadre d'un projet, cette jonction-là, pour voir ce que ça donnerait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler la question de la ville. Et ce travail-là s'est retrouvé tout de suite un peu en critique d'un concept qui commençait lui aussi beaucoup à faire parler de lui, qui est la Smart City. Parce qu'évidemment, la Smart City se propose lui aussi de faire de la ville avec les nouvelles technologies. Donc mon expérimentation en moi a été un peu présentée comme une critique de la Smart City. Moi, je la vois plutôt comme la vraie façon d'aller vers la Smart City, la meilleure façon d'aller vers la Smart City. Et du coup, alors c'est quoi votre expérimentation de la Smart City ou votre regard sur ce que pourrait être une Smart City qui n'échappe pas à ses contemporains et qui au contraire leur redonne plus de prise sur leur espace Alors, comment expliquer le problème avec la Smart City ? Donc la Smart City est sur le papier, le concept, sur le papier, l'idée d'une ville de demain qui serait complètement articulée par les nouvelles technologies. Et l'approche de la Smart City reprend un peu les écueils de l'approche classique de l'innovation, telle que le propose la conscience bourgeoise occidentale, pour dire que l'innovation, parce qu'elle est au service du marché, vise toujours deux choses, installer un pouvoir et faire de l'argent. Et la Smart City non seulement l'illustre, mais semble en être un peu l'aboutissement, voire la caricature extraordinaire, dans le sens où la Smart City fait de l'argent, mais de façon presque compulsive, puisqu'on nous dit qu'une Smart City est un projet de ville produite par les nouvelles technologies, quand on sait que les nouvelles technologies changent en permanence. Ce qui fait que la Smart City est un horizon qu'on ne peut jamais atteindre. À peine avez-vous livré un projet de Smart City qu'elle est déjà désuète et tout est à reprendre. Et donc la Smart City en vrai, c'est le plus gros concept d'obsolescence programmée qui ait jamais été imaginé. Et c'est l'idée de se dire qu'on fait consommer les gens à l'échelle d'une ville en permanence, dans une sorte de frénésie qui ne s'arrête jamais, puisque le concept, le projet de la ville ne peut jamais être atteint. La Smart City installe aussi le pouvoir, mais dans sa dimension jamais imaginée, dans le sens où la Smart City, mettant en réseau toutes les nouvelles technologies, se transforme un peu, parce que ces technologies sont toutes, en tout cas les dernières révolutions dans les nouvelles technologies, sont toutes irriguées par la question de la data. La Smart City devient une sorte de gros pipeline pour pomper de la data à l'échelle d'une ville. Et donc, dangereux, en fait. Oui, c'est super dangereux. Surtout en Afrique, où les projets de Smart City nous sont un peu vendus clé en main, financés par, en tout cas, ou sur lesquels les GAFA se positionnent très vite. C'est-à-dire que après avoir extrait de la terre, on pourrait imaginer qu'on tende là vers une nouvelle forme d'exploitation qui serait de l'extraction sur le plus intime des Africains, mais dans des configurations villes, etc. Mais là n'est pas de l'extractivisme, c'est nous-mêmes, quoi. Voilà, qui se déplace, mais dans l'intime. Mais c'est pas la plus grosse critique. La plus grosse critique est plus inquiétante, même si elle a à voir avec les deux autres, c'est que le projet du capitalisme, c'est de faire des gens de plus en plus individuels. Un projet d'individuation. Parce que l'individu consomme. Le groupe, c'est ce qui vous permet de mobiliser d'autres ressources que celui de l'acte d'achat et de l'accumulation de devices. Donc l'individu isolé consomme, et donc le capitalisme travaille à produire de plus en plus des individus. Et à l'intérieur de la Smart City, ou parce qu'on dit que c'est un projet qui sera
construit par les technologies, on imagine qu'on va aller vers des hommes augmentés. En fait, on va avoir des hommes les plus réduits possibles, parce qu'ils seront isolés, mais pas seulement isolés en termes de structure sociale, en termes de groupe, ils seront isolés en leur personne même. Les éléments de la personne du Smart Citizen sont très intéressants à analyser parce que le Smart Citizen n'aura plus besoin de penser. Ce sont les algorithmes qui vont penser pour lui parce qu'ils l'auront bien compris, ils le devanceront. Le Smart Citizen ne parle pas, ce sont ces données qui parlent pour lui et ces données diront toujours mieux que ce qu'il pourra dire lui-même sur lui. Et le Smart Citizen ne ressent pas avec son interface peau. C'est plein d'objets connectés qui irriguent son environnement, qui lui rappellent qu'il fait froid et qui donnent l'ordre à la fenêtre, par exemple, de se fermer. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est grosso modo le projet sur le papier de la Smart Cité bien comprise. Et même s'il n'y avait que 5% de ce projet qui était réalisé, on serait déjà en face d'une domination beaucoup plus incroyable que celle qu'on a connue jusqu'ici. Et du coup, la critique, alors que vous faites de cette pensée de la Smart City, parce que la Smart City, ça n'est pas nécessairement ça, en fait. Ça, c'est une proposition, et vous, ce que vous faites, c'est plutôt de remettre ça en perspective, de l'hybrider, d'apporter un autre regard, et de croiser avec votre approche des sociétés traditionnelles qui sont pensées comme autant de dispositifs ou autant de technologies low-tech, d'une certaine manière. Vous arrivez à formuler une critique forte, non pas de la technologie, mais plutôt de la direction dans laquelle la technologie, instrumentalisée par certains, nous amène. Exact. Et est-ce que vous pouvez développer alors sur peut-être les formes alternatives de rapport à la technologie que l'on pourrait développer dans la ville africaine, que l'on développe peut-être déjà, ou en tout cas celles sur lesquelles vous travaillez, ou ce que vous envisagez tout simplement. En fait, c'est aussi une question de vision. L'enjeu, en fait, c'est vraiment une bataille des imaginaires et de rappeler qu'en fait c'est extrêmement politique, toutes ces questions technologiques elles sont ultra politiques et il ne faut pas les abstraire de cette dimension-là en fait. Alors la première chose qu'il faut que je dise tout de suite d'abord, c'est que ce ne sont pas les technologies qui nous amènent vers cette dystopie. Les technologies, elles sont neutres. Elles sont même plutôt du côté d'une utopie très intéressante, que peut-être que j'élaborerai après, mais en vrai, non, c'est une corruption des nouvelles technologies. C'est presque une récupération des technologies à leur corps défendant qui nous mène vers cette idée des choses. Les technologies elles-mêmes vont plutôt vers du collectif. Donc tout ce dont nous parlons là participe de ce que on pourrait appeler un libéralisme technoscientifique ou un capitalisme du digital. Donc pour corrompre un peu ce mouvement, il faudrait qu'on puisse imaginer une approche où, si on prend le cas de la ville, on autorise que le pouvoir soit le plus distribué possible. Et où il n'y ait de technologie, si on se propose de faire une smart cité, où il n'y ait de technologie que passer au crible de ce qu'elle n'écrase aucune structure sociale. Et que la technologie, le principe de sélection de la technologie en quelque sorte serait le fait qu'elle sublime les structures sociales, qu'elle se mette au service des structures sociales et n'en écrase aucune, en considérant que la structure sociale se suffit à elle-même et que tout ce dont on a besoin en fait des nouvelles technologies, c'est peut-être de porter à l'échelle, de l'intensifier, de lui permettre d'agir de plus en plus rapidement. Et donc, cette deuxième perspective nous amène un peu à regarder aux sociétés de tradition et à voir quelles leçons ces sociétés-là, ces sociétés anciennes nous apportent, qui pourraient être recyclées dans ce projet. Et pour faire ça, donc, moi, personnellement, je prends le village africain ou la communauté villageoise africaine comme un modèle idéal, même si en vrai ça ne l'est pas, pour voir quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour atteindre une sorte de cohérence, pour distribuer un maximum le pouvoir. Et d'abord se demander pourquoi on n'a pas pu passer à l'échelle, ou comment on peut passer à l'échelle de la structure villageoise à la ville, et tirer aujourd'hui dans les nouvelles technologies toutes les armes qui nous permettraient de réaliser cela. Et en vrai, c'est assez facile, et là j'en reviens à ma théorie de la technologie qui boucle. C'est assez facile parce que j'ai l'impression que les nouvelles technologies sont en train de nous offrir de plus en plus d'éléments anti-projet capitaliste. Ah oui. Oui. Ok. Ouais. Comment ça ?
Alors, comment l'expliquer? On est passé en très peu de temps d'une civilisation de l'information, on parlait de la civilisation de l'ère du web informationnel, vers une civilisation de la donnée. On nous a dit que maintenant, avec la donnée, avec cette capacité qu'on avait d'en agréger de plus en plus et le pouvoir de calcul des ordinateurs qui a explosé, on n'était plus seulement à gérer de l'information, mais avec ce magma de données. De fait, on avait de nouvelles possibilités et on atterrissait en quelque sorte dans un nouveau monde. Et on a à peine eu le temps de s'adapter à cette révolution de la data, qu'on nous a appris qu'il y avait une nouvelle irruption, une nouvelle sorte de surgissement dans le monde des nouvelles technologies, qui allait à nouveau, lui aussi, nous faire changer complètement de cadre, de pensée, et nous ouvrir à des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé il y a peu. Et c'est l'intelligence artificielle. Donc on a basculé de la civilisation de la donnée à la civilisation de l'intelligence artificielle. On est en plein dedans. On essaie de s'y habituer, qu'on nous dit déjà qu'attention, il y a de la blockchain qui arrive bientôt, et après la blockchain, attention, peut-être l'ère de l'informatique quantique. Donc ce qu'on observe, c'est que les changements de civilisation sont de plus en plus brusques. En fait, ce qui se passe, si on essaie de voir quelle est la constance dans ce qui paraît être un emballement un peu fou, c'est que la nature a l'air de se prendre elle-même en charge et réinvestir les nouvelles technologies. C'est-à-dire que toutes ces technologies, les dernières qu'on a eues, sont des technologies qui nous ramènent de plus en plus vers du naturel, directement, ou vers la possibilité de recréer de la structure, en prenant comme posé que la structure s'inspire de la nature. Comment ça, en fait? Est-ce que les technologies vont se diriger vers du naturel? Dans quel sens est-ce que vous l'entendez? Dans le sens où les technologies nous offrent ces armes miraculeuses de faire du distribué. C'est-à-dire en termes de pouvoir? Du distribué tout court, parce que le potentiel d'échapper aujourd'hui à des systèmes d'organisation très hiérarchisés, très monopolistiques, existe grâce à Internet, grâce à la blockchain, etc. On peut imaginer des systèmes à l'échelle qui distribuent. Non, mais je ne comprends pas bien le terme distribuer. Qui distribuent dans le sens où les technologies nous permettent aujourd'hui d'échapper à des systèmes avec une autorité centrale qui irriguerait. Cette possibilité existe aujourd'hui. Si on n'a pas pu basculer de façon harmonieuse vers des sociétés traditionnelles ou artisanales, vers des sociétés à l'échelle traditionnelle et artisanale, c'est parce que les technologies n'existaient pas. Et il fallait absolument trouver quelque chose de central qui fasse autorité pour des configurations à l'échelle. C'est ce qui a instauré un peu l'industrie comme étant une réponse valable pour tout contexte où on n'avait pas à gérer des choses qui ne sont pas à l'échelle. Et donc l'idée qu'un fort pouvoir centralisé se distingue de modèles dans lesquels chacun a plus la possibilité d'être à l'initiative de son organisation, qu'elle soit en termes d'activité économique ou à l'échelle d'un pouvoir sur un territoire donné, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. L'autorité de l'un. La capacité de faire, ou de la capacité de s'auto, en fait, une forme d'autonomie. La capacité d'organisation à l'échelle ne pouvait pas être entrevue ou imaginée parce qu'il n'y avait pas les technologies qui permettaient de le faire. Donc on est passé à des sociétés de la production de masse, à des sociétés de démocratie représentative, etc., etc. Et pas à des sociétés d'artisanat de masse, entre guillemets, avec des centaines, de dizaines, de milliers de petites échoppes d'artisans qui eux-mêmes pouvaient alimenter leur circuit, leur quartier, leur environnement. Parce qu'il n'y avait pas les technologies du pair à pair, par exemple. Or, ces technologies nous sont offertes aujourd'hui par le cours naturel du développement des nouvelles technologies. D'accord. Donc ça, c'est tout ce qui est... Donc c'est une thèse forte quand même de dire que cette transition démocratique n'a pas été rendue possible et qu'on a versé plutôt dans une voie capitaliste qui a constitué des monopoles énormissimes et des modalités d'accumulation et de centralisation du pouvoir.
c'est une thèse forte que de dire que c'est lié à des technologies qui n'étaient pas disponibles à un moment. Ouais. C'est ça que vous on n'était pas encore mûr techniquement pour le rendre possible. On a dû passer par un moment transitoire où on a délégué. Maintenant, ça revient. Les technologies reviennent. Okay. Je ne sais pas. C'est bon, on n'a plus besoin de vous. Au président, par exemple. Oui, si on prend ce cas-là de la démocratie dite représentative, elle est complètement archaïque. À l'échelle d'un État-nation. Elle est complètement archaïque par rapport à l'état d'avancement des nouvelles technologies aujourd'hui. Oui. Et en fait, les technologies viennent rendre caduques certaines institutions. Toutes les institutions du monopole, toute l'ère industrielle, est à repenser. Le paradigme de l'ère industrielle / marché est à repenser parce qu'elle est complètement archaïque par rapport à l'état d'avancement des nouvelles technologies aujourd'hui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait que les technologies nous permettent de civiliser ce mode de fonctionnement et qu'on continue et qu'on crée de l'innovation à l'intérieur des nouvelles technologies en restant dans ce paradigme. Ouais. C'est parce que le capitalisme ne n'ouvre pas les perspectives d'aller vers le questionnement de ce paradigme-là. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la possibilité aujourd'hui de répondre aux enjeux des villes africaines contemporaines et de leurs enjeux de leur organisation et de l'organisation du lien social dans ces villes, sur ces territoires, conjugués avec les nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce que permettent de penser et de faire très concrètement ces nouvelles technologies ? Ok. Je trouve que en restant dans l'hypothèse que les technologies aujourd'hui sont très en sympathie avec tout ce qui est structure naturelle et structure sociale, qu'elle représente une opportunité pour faire des villages, des villages-villes. Et comment ça se passe dans le village? C'est que les relations sont assez directes. Si je prends juste le cas de ce qu'on a appelé la sharing economy, aujourd'hui il y a des entreprises super puissantes qui se positionnent sur ce segment-là au point de faire oublier, et c'est le danger d'écrasement des structures sociales, que de façon très naturelle, cela se faisait déjà dans des configurations quartiers, dans des configurations villages, etc., etc. C'est-à-dire que si j'ai besoin de dormir quand je suis un étranger dans un environnement qui est organique, traditionnel, il suffit que je me signale en arrivant et par le bouche à oreille ou par une organisation assez organique, je trouverai quelqu'un qui va se proposer pour m'héberger. Pourquoi cette personne se proposerait pour m'héberger? Parce qu'on n'est pas dans des systèmes où la valeur est dans le témoin de la valeur. Pour dire très simplement, est dans la monnaie. La valeur est dans l'échange lui-même. Et quand je te rends un service, en fait, parce qu'on est dans un système de la valorisation du service et du lien lui-même et de la structure lui-même, eh ben, je sais que je me crée en quelque sorte une dette envers toi et que cette dette étant mise sous le regard de la société, quand j'aurai besoin qu'on me rende moi un service, eh ben, j'aurai qu'à le demander, on me le rendra. Parce que j'ai joué le jeu du don, du contre-don, etc. etc. Ce système-là a été basculé pour passer dans des systèmes très organisés où l'argent a pris énormément de pouvoir, entre guillemets, comme élément témoin de l'échange, en amenant cette chose qui est vraie qu'on ne pouvait pas continuer à s'organiser dans un système presque de troc, même si je n'aime pas trop ce mot, quand on est à des grandes échelles. C'est-à-dire que quand on est à une échelle très large, le service que je rends, je ne pourrais pas le faire valoir dans un système où l'information est perdue parce qu'on est dans des configurations très larges. Donc ce passage à l'échelle a favorisé tout ce qui est autorité, l'autorité de la finance, l'autorité de l'industrie pour produire pour tout le monde, l'autorité de l'État pour décider pour tout le monde, l'autorité de la collectivité pour prescrire la ville à tout le monde. Alors que dans les structures traditionnelles, eh ben, il n'y a pas réellement besoin, il y a de l'autorité, mais il n'y a pas réellement besoin de cette autorité, et le truc de pair à pair fonctionne très bien. Normalement, les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent de faire ça, y compris à l'échelle de la ville. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous amène de la technologie qui nous permet de trouver de la voiture
pour faire une course en prenant un pourcentage sur la course qui est faite. Alors que tu vis dans n'importe quel petit quartier africain, tu as besoin d'une voiture pour faire une course qui est urgente, tu manifestes ce besoin-là dans le voisinage, quelqu'un qui a sa voiture et qui est disponible en ce moment pourrait se proposer pour te le faire faire. Donc l'économie dite du partage, la sharing economy, écrase ces structures-là, écrase le souvenir de ces structures pour taxer en quelque sorte le social, en prenant un pourcentage sur chaque chose qui se fait naturellement. Et ce que je dis, c'est qu'en faisant ça, elle ne va pas vers le vrai potentiel des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies aujourd'hui devraient nous permettre de faire ce que nous faisons dans le quartier à une échelle plus large et donc sublimer la structure sociale et non venir mettre la possibilité de taxer cette structure parce que ce faisant, elle ne lui permet pas réellement de passer à l'échelle. Elle met la valeur dans l'algorithme ou dans le pourcentage que prend Uber, Airbnb, etc., mais elle ne met pas la valeur dans la relation qui est créée quand je rends du service, etc., etc. Maintenant, l'argument que vont nous poser ces jeunes dans la Silicon Valley qui veulent faire du monde une meilleure place, ça veut dire, bon, nous avons développé une techno. Ce que tu nous demandes en quelque sorte, c'est de mettre cette techno en se disant qu'elle n'apporte réellement rien. Elle permet juste de sublimer quelque chose qui se fait déjà en mettant en lien plus rapidement les gens à l'échelle. C'est-à-dire que je peux trouver une voiture à l'autre bout de la ville grâce à de la techno alors que je ne peux pas dans le système traditionnel. Elle fait aussi mémoire, on sait qui a rendu service à qui, etc., etc. Et tu voudrais que je mette tout cela à disposition sans prendre quelque chose qui va aller alimenter le magma noir du capitalisme et qui va alimenter la spéculation. Et donc, naturellement, parce que ces gens sont dans un paradigme qui est capitaliste, ils comprennent pas. Et moi, je dis que c'est plutôt vers cela qu'il faut aller. Il faut créer des entreprises aujourd'hui qui redistribuent complètement la valeur, et il la redistribue au point où la valeur n'est que dans la structure et dans les interactions, et qu'il n'y a aucune valeur qui serait une valeur tierce, qui est déconnectée du service qui a été rendu ou de l'objet qui a circulé, et qui serait quelque part à dormir, à alimenter, parce qu'on en a pas besoin. Et si un groupe décide de jouer ce jeu-là à l'échelle de la ville, cela pourrait marcher tout à fait normalement. Donc, pour en venir au projet ou à l'expérimentation que je porte, c'est que nous avons voulu expérimenter cette possibilité-là en développant un projet que nous avons appelé le projet Upcité, dans lequel nous développons donc des entreprises où il n'y a pas de patron en quelque sorte. Ce ne sont pas des plateformes de capitalisation, mais ce sont des plateformes collectives qui fonctionnent un peu comme livre de compte, parce qu'on sait qui doit à qui, etc., etc. Donc ils font la mémoire et qui redistribuent aussi le service, etc., mais à l'échelle de la ville. Et il n'y a pas de système de rémunération ou une sorte de X dormant quelque part dans l'ensemble du dispositif. Et cela est, me semble-t-il, la bonne façon d'aborder les nouvelles technologies pour ne pas les dévier de ce que semble être leur ressort, entre guillemets, naturel aujourd'hui. En tout cas, du potentiel de transformation égalitaire de la société. Et en tout cas, c'est un potentiel qu'elle porte, en tous les cas, que ce soit naturel ou pas. Et pour revenir à l'architecture vernaculaire et aux sociétés traditionnelles, qui sont celles qui ont produit ces architectures vernaculaires que vous avez étudiées, qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui et sur quoi... à partir de quoi, en fait, est-ce que vous pensez le futur des villes africaines ou des territoires et des sociétés africaines à partir de cette ancestralité ? Alors, il y a beaucoup de choses, de mon point de vue, à prendre, encore une fois, aux sociétés de tradition. Pas seulement parce qu'elles ont développé des éthiques dont on aurait beaucoup besoin aujourd'hui, hein, mais, et je le répète encore une fois, et surtout parce que le fonctionnement de ces sociétés de tradition match assez idéalement avec le niveau d'avancement aujourd'hui des nouvelles technologies. Ce qui voudrait dire qu'on y retournerait. Ce ne serait pas une sorte d'exploration nostalgique, mais on pourrait s'inscrire dans la marche, entre guillemets, du progrès et remettre au goût du jour, trier et prendre tout ce qu'on pourrait prendre de positif dans les sagesses traditionnelles. Donc ce que je dis, et c'est là peut-être le principal dans mon argumentaire, c'est que la société de tradition est incroyablement moderne aujourd'hui
au regard des possibilités de la technique. Maintenant, on présente un peu l'avenir de la technologie ou les technologies, l'aboutissement de la technologie un peu sous cette figure de l'homme augmenté. En fait, la toute première technologie qui ait jamais été créée était déjà au dessein d'augmenter l'homme. Mais là, il s'agissait d'augmenter l'homme avec de l'homme. Ça a donné le groupe, la structure sociale, etc. etc. Donc il s'agissait, c'était une technique qui permettait à l'homme d'en faire plus parce qu'il se retrouvait inscrit dans un réseau très complexe de relations, de devoirs, etc., etc. Et les sociétés traditionnelles ont été très inventifs dans la combinaison, les possibilités de structure pour permettre à l'homme d'être toujours de plus en plus efficace. Et ce que j'observe déjà, c'est que dans cette construction-là, ils ont beaucoup été inspirés de l'univers. Et de l'univers tel qu'on la découvre de plus en plus, notamment grâce à de l'astrophysique, à toutes les découvertes qu'on fait aujourd'hui dans le monde quantique. On se rend compte que plus on en sait sur le fonctionnement des quantas, qui a pendant longtemps été perçu comme très bizarre, plus on se rend compte que les sociétés de tradition sont super modernes et très avancées sur ces questions-là, parce qu'elles ont modélisé dans leur fonctionnement beaucoup de choses qui s'expliquent aujourd'hui par le monde quantique. À ce sujet-là, le plus parlant peut-être c'est pour moi, en tout cas c'est le matériau avec lequel je travaille, c'est les architectures anciennes africaines. Alors quand je parle d'architecture ancienne africaine, je travaille essentiellement avec de l'habitat et de l'habitat en terre, et des surveillances d'habitat en terre, dans l'air subsaharienne. Et les leçons que je tire de l'observation de ces architectures, en les mettant en rapport, parce que ces architectures inscrites dans les sociétés ont souvent été abordées de façon un peu étanche. Peu de gens les ont mis en rapport, parce que c'était presque mal vu en anthropologie de comparer. Il y avait une sorte de pureté de chaque population, et on n'a pas beaucoup abordé les logiques transformationnelles. Et donc moi je mets en rapport et je me rends compte que, quelque variées qu'elles puissent paraître, les architectures ont l'air d'avoir quelque chose que d'aucuns pourraient appeler un fond commun. Et c'est ce fond commun qui m'intéresse. Pourquoi des gens qui se sont installés sur des sites différents ont produit des architectures en apparence différentes, mais qui ont l'air d'avoir systématiquement tenté ou essayé de vouloir ménager des préoccupations. Donc, ce travail d'exploration, d'archéologie même, dans la structure du bâtiment, dans la compréhension des concepts qui mettent en œuvre le bâtiment africain, m'amène à la conclusion que le bâtiment est un dispositif justement pour le social. Il y en a d'autres, mais est un dispositif du social, de la structure sociale. Mais quand je parle de structure sociale, et quand je dis que la structure sociale est calée sur l'organisation du monde, de l'univers, c'est que l'architecture prend en charge dans un même geste la cohésion entre les hommes, mais aussi le lien entre les hommes et la nature. C'est-à-dire on place l'homme au cœur de la maison et la maison au cœur du monde comme quelque chose qui doit participer à ce que le monde continue de tourner normalement. Et il y a un système de relations très complexe que je peux élaborer, qui passe par, en tout cas moi j'en ai identifié 8, donc de principes, qui font que l'installation n'est jamais coupée de son cadre, que l'installation semble tisser avec son environnement, en complète opposition avec les installations modernes, et tout ce qui est né de l'approche civilisationnelle, où là on a plutôt fait ville sur Terre comme on ferait ville sur Mars, en essayant au maximum de ne pas interagir avec l'environnement, en tout cas de ne pas être contraint par l'environnement, et donc une approche de la vitrification qui insensibilise de plus en plus et qui, en bout de chaîne, produit toutes les pathologies urbaines qu'on a aujourd'hui. Les installations traditionnelles, elles, ont toujours eu soin de tisser et de faire en sorte que leur présence permette à la cohérence de continuer à être, et donc ne pouvait que se caler que sur cette cohérence à travers un certain nombre de dispositifs. Une forme de recherche d'équilibre à maintenir, peu importe l'environnement dans lequel la société s'installe. Exact. Un équilibre avec
le reste du vivant, l'environnement, un équilibre entre les hommes, mais aussi un souci, le concept de durabilité qui nous préoccupe aujourd'hui était déjà programmé dans ces architectures-là, que ce soit pris en charge par des dispositifs spatiaux ou par du symbolique, pour dire que les actes qu'on pose aujourd'hui ne doivent pas impacter la vie des générations qui vont venir avant. Donc une sorte de pacte intergénérationnel, mais qui est presque codé, programmé dans ces architectures-là. Et donc, les analyser, pour moi, pour mon travail, me permet de voir comment on peut, à travers des dispositifs spatiaux, en fait, créer des systèmes qui préviennent les crises qu'on connaît aujourd'hui et dont l'illustration peut-être ultime est ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc l'architecture est un dispositif. Il y en a un autre que je mobilise dans le projet, dans l'expérimentation UpCité, c'est l'enclos d'initiation. Pour dire qu'en fait, on parle de sociétés cohérentes, entre guillemets, sympathiques, en symbiose, presque entre les acteurs, mais aussi avec l'environnement, mais que tout cela est fabriqué de façon artificielle. Il n'y a pas une sorte d'intelligence spécifiquement africaine ou de vertu africaine. C'est-à-dire si ces sociétés sont des sociétés qui ménagent énormément de subtilité pour le respect de l'autre, l'hospitalité, etc., etc., c'est parce que ça, c'est produit. Et il y a une réflexion pour faire des sociétés qui fonctionnent de façon très cohérente. Et l'enclos d'initiation est un des dispositifs qui permettent cela. L'enclos d'initiation en contexte traditionnel, c'est ce lieu où on met toutes les ressources humaines du village, d'un certain âge, ça dépend des populations, où on les oblige à passer du temps ensemble et manger ensemble, on dort ensemble. Et le moment de réclusion est le moment où on crée un lien sur une génération entière, de sorte que sorti de l'enclos, on se sent des obligations envers les gens avec qui on a séjourné. C'est aussi un dispositif pour transmettre le corpus, le savoir de la société à des gens qui sont des novices et qui, en sortant de là, auront changé en quelque sorte de statut. Et ces gens, après, face aux enjeux de la vie, face aux difficultés de la vie, ne fonctionneront pas en individus, mais mobiliseront toujours le souvenir du collectif qui leur a été en quelque sorte prescrit pendant ce moment d'initiation. En fait, l'initiation, pensée comme ça, c'est le moment où l'individu devient un collectif. C'est ça. Et donc, une fois que ce collectif est programmé, il se manifeste en cohérence dans le développement naturel du village. Et le problème des villes africaines, c'est qu'elles mettent en scène des populations différentes, sans ce genre de dispositif pour inscrire chacun dans une carte globale, où chacun sait quelle est sa place, à qui il doit, auprès de qui il peut se tenir quand il y a la guerre, qui est censé venir l'aider quand sa maison tombe, etc., etc. Donc on a des villes très atomisées, qui ont déstabilisé toute cette architecture humaine qui était construite au départ. En fait. Construite dans les enclos, mais aussi l'architecture physique, qui est une façon de se repérer dans le monde, n'y est plus. Donc on a des gens qui fonctionnent comme si on avait balancé une grenade dans leur psyché. Ils sont complètement perdus. Et donc ils ont du mal à fonctionner en cohérence, comme on pourrait l'observer dans le village pris comme forme idéale de ce système. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'idéaliser la ruralité africaine, il y a aussi des problèmes tout à fait significatifs. Mais c'est intéressant parce que cette dimension-là permet de mieux comprendre certains phénomènes qui connaissent des regains de vitalité comme l'ethnicisme ou en tout cas des systèmes d'appartenance et de filiation qui participent au fond de cette désorientation, déstabilisation des repères et qui, dans un contexte africain, prennent une autre dimension que dans un contexte occidental ou européen, par exemple. Exact. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette éthique qui est ménagée dans l'architecture, qui est aussi construite de façon artificielle, mais comme une politique dans les enclos d'initiation, se manifeste dans tous les aspects de la vie, comme une civilisation se décline en littérature, en danse, en philosophie, etc.
dans la configuration de la société de tradition, on pourrait parler de système du monde, mais le système du monde a donc son architecture, qui est une cosmo-architecture, dans le sens où l'architecture fait monde, est censée fonctionner en cohérence, inscrit dans le monde et sans bouleverser le monde. Elle a aussi une éthique, une philosophie dont l'expression la plus connue est ce qu'on appelle Ubuntu, mais Ubuntu est le partage de toutes les sociétés traditionnelles africaines. C'est cette idée d'interdépendance où les actes de chacun pèsent sur tout le groupe, où on n'est pas sans l'autre, etc. etc. Donc, l'individu n'existe pas du tout c'est ça, dans cette philosophie, dans cette éthique. Si, quand même, l'individu est quand même inscrit dans une responsabilité au travers d'un réseau d'interaction. Et il n'y a pas d'individu au sens où tu ne vas pas faire ta maison comme on le fait dans une configuration moderne, par exemple en mettant la véranda, donnant dos à la rue. Et je discutais hier avec un footballeur célèbre qui me disait que ne comprenait pas pourquoi aux Antilles on pensait la véranda plutôt sur la rue et que c'était comme ça. C'est parce que c'est un dispositif spatial du groupe pour dire que la maison accueille et la maison ne donne pas d'eau au groupe. Et donc ce genre de petits détails, de petits dispositifs qui peut se décliner dans tous les aspects physiques de la vie, dans du conte, dans de la danse, dans de la littérature, etc., sont pour magnifier cette idée que tout doit être en cohérence. Et si l'Afrique a inventé quelque chose d'assez extraordinaire, ou en tout cas a réussi peut-être à sublimer quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui et qui pourrait servir dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, la crise civilisationnelle qu'on connaît aujourd'hui, et bien c'est bien ça. Et ce que je dis, et là où l'espoir est, et où il y a même une sorte de clin d'œil extraordinaire, c'est que vouloir aller vers ça ne nous oblige pas à un renoncement du progrès. Le progrès même semble vouloir naturellement aller vers ça. Il suffit de l'accompagner et de renoncer définitivement au paradigme capitaliste, et on pourrait tout à fait imaginer qu'on construise des sociétés à l'échelle mais qui sont en sympathie. Donc l'idée forte, importante, c'est que le lien social et les dispositifs qu'ont créé les sociétés africaines traditionnelles dans leur organisation spatiale, de vivre ensemble, de placer tout le monde sous le regard de tout le monde. Enfin, en fait, tout ça, ça n'est pas naturel, mais c'est du construit, c'est le fruit d'une volonté, c'est du dispositif, et l'inventivité s'est manifestée dans ces dispositifs qui étaient à la fois résilients, durables, qui intégraient tout le monde aussi. Est-ce qu'on pourrait parler de la dimension peut-être aussi assez fortement égalitaire, qu'on ne souligne pas assez, de ces sociétés traditionnelles africaines, parce qu'on parle souvent de la démocratie aujourd'hui, qui serait quelque chose qui a déserté le continent et qui peut-être ne s'y est jamais installé, mais il y a peut-être aussi d'autres formes très très intéressantes d'organisation de la vie collective dans une volonté d'égalité presque pure et parfaite. Bon, pour l'illustrer en architecture, je vais peut-être parler de quelques-uns des principes, des 8 principes que je dis avoir découverts. Et il y a un principe, par exemple, qui est la différentialité, qui est le fait que le bâtiment ou la maison africaine est toujours mâle et femelle. Il y a toujours cette polarité qui n'est pas quelque chose de binaire, qui fait que il y a la figure de l'homme et la figure de la femme. Mais la figure de l'homme et la figure de la femme qui s'équilibrent. Ça peut être pris en charge chez certaines populations comme les Dogons par quelque chose de symbolique. Vous prenez la maison Dogon et que vous faites une coupe. En fait, ce que vous observez, c'est que le Chwa, c'est un homme qui est porté par le plancher qui est une femme, et que la femme porte en fait l'homme, et les points d'appui de l'homme au sol et ceux par lesquels la femme le tient donnent les fondations ou la structure de la maison. Donc là, par exemple, c'est un petit dispositif symbolique à l'intérieur de l'espace qui rappelle que les forces mâles et féminines s'équilibrant font la maison. Et donc dans ce genre de société, on ne peut dominer la femme.
C'est-à-dire que c'est prévenu dans le bâtiment, mais comme c'est caché, c'est programmé aussi, mais exactement comme on écrit du code, dans la danse, dans la littérature, dans la musique, etc., etc. Il y a quelque chose dont vous avez parlé, qui est la panoptique. Alors la panoptique a surtout été théorisé par Jérémy Beckman, mais ensuite repris beaucoup par Foucault dans Surveiller et punir, mais pour illustrer un type d'architecture qui serait une architecture plutôt carcérale. En Afrique, il y a quelque chose de l'ordre de la panoptique qui est mobilisé, mais pour mettre tout le monde sous le regard de tout le monde. Et donc ce dispositif-là, qui est un dispositif spatial, distribue la responsabilité. Ce qui fait, pour en venir à cette affaire d'égalité, que personne, en vrai, à part si elle est investie d'une autorité rituelle ou autre, ne se soustrait à la participation du tout. Donc, voici par exemple des dispositifs qui montrent que cela ne fonctionne en fait, et cela ne tourne que si il y a ce soin ménagé à l'égalité. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut relire complètement, porter un regard nouveau sur des sociétés africaines qu'on a trop vite fait de qualifier comme traditionnelles, en opposition à la modernité, parce que peut-être qu'elles recèlent dans leur infrastructure que nous n'arrivons pas encore à décoder, justement une grande modernité, ou en tout cas peuvent nous aider à penser ce vers quoi on devrait aller. Et là où c'est intéressant, typiquement un dispositif comme celui dont vous venez de parler, du panoptique, qui distribue la responsabilité et qui met tout le monde sous le regard, enfin une forme de contrôle social en quelque sorte, c'est que ça a des implications après en termes de dispositifs juridiques. Oui. Parce que la responsabilité n'est pas la même. La responsabilité individuelle dans ce type de dispositif ne peut quasiment pas exister. Et ça se concrétise et ça se matérialise par une pensée, aussi une philosophie, des règles. Et en fait, c'est complètement une autre société, une société qui fonctionne sur des normes différentes, parce que dans la mesure où quelqu'un serait amené à fauter, on pourrait engager la responsabilité, peut-être la défaillance du dispositif lui-même, ou en tout cas des différents membres du collectif. Et donc, ça devrait... c'est ça, exactement. Dans un réseau de liens qui... Conséquences. Exactement. Et en fait, c'est quoi le moderne ? Le moderne, c'est ce qui est de son époque. Et de ce point de vue-là, ces structures-là sont hyper modernes, parce que c'est celles qui préviennent la domination de l'homme sur la femme, ce sentiment d'une autorisation à exploiter l'environnement comme on veut, qui distribue beaucoup, en tout cas au moins la responsabilité des uns sur les autres, etc., etc. Donc il y a à désamorcer dans ces systèmes traditionnels beaucoup de leçons qu'on pourrait valoriser. Et il ne tient qu'à l'Afrique de l'imposer, de se dire... et de dire à l'Occident, qui est ce centre un peu de névrose qui a marqué le pas jusque-là, que c'était fini et qu'on avait trouvé que il était temps qu'il passe le relais, et de proposer, mais vraiment d'autorité, quelque chose d'autre qui passerait par une nouvelle culture de l'anthropologie, parce que le problème c'est que l'anthropologie a un peu mauvaise presse auprès des Africains, donc que les Africains se saisissent de cette méthodologie. La bibliothèque coloniale. Exactement. Pour vraiment essayer d'extraire tout ce qui est bon dans ces constructions-là pour le monde d'aujourd'hui, et là-dessus qu'il y ait des créatifs et des gens qui inventent une société nouvelle dans tous les aspects de la vie, qui puise justement, ou qui prend racine dans des cosmologies ou dans une ontologie, dans un discours, une représentation de l'homme et de toutes ses dimensions et de l'équilibre ou du cosmos dans lequel il s'inscrit, quoi. Exactement. Pas seulement esthétique. Exactement. Parce qu'il ne s'agit plus de faire de l'architecture ou de revenir à des formes traditionnelles, mais comme vous le disiez au tout début, donc de faire avec les gens, de faire en fait ensemble, avec les matériaux disponibles localement,
et en même temps, à travers le dispositif de la construction, de s'intégrer dans une vision beaucoup plus large de ce que doivent être des relations équilibrées entre les différents éléments d'un même environnement, qu'il soit... Mais penser pour que ce ne soit pas que pour nous, mais que ça prenne en charge vraiment dans un seul même geste toute l'humanité et toute la Terre, parce qu'un des principes, par exemple, c'est la fractale. C'est l'idée de ménager une cohérence à toutes les échelles. À toutes les échelles qu'on monte, que la même cohérence soit maintenue et que toutes les qualités du tout soient dans la partie, comme toutes les qualités de la partie soient dans le tout. Et donc on ne peut, si on mettait au goût du jour cette vision, cette cosmo-éthique, elle civiliserait la planète entière, parce qu'elle ne se préoccuperait pas que de rendre l'Afrique de plus en plus vivable, mais vraiment par le même mouvement prendrait en charge tout le sort de l'humanité. Ce qui de toute façon, et encore une fois, il y a quelque chose de l'ère, du signe du temps, va être le cas, puisque avec la bascule de la démographie, dans tous les cas, les choix que feront les Africains s'imposeront globalement à la Terre. Parce qu'on nous dit qu'un humain sur 4 sera africain d'ici 2050. Si les Africains font des villes sur le modèle civilisationnel, on va accélérer l'anthropocène. Si les Africains arrivent à mettre à l'échelle, parce qu'il y aura eu des penseurs, des créatifs, etc., des économistes qui créent une nouvelle civilisation basée sur une approche système du monde, eh bien on réglera un problème qui est global. Ne serait-ce que par le nombre, ce sera réglé. Et du coup, pour ça, vous vous engagez d'une certaine manière avec vos différents projets. L'Africaine d'architecture et en tout cas les espaces dans lesquels vous donnez la possibilité à des jeunes de se former, ou d'avoir une nouvelle approche de ce que c'est que la création et que l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur société et de tout ce qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre, en pratique, et d'allier un peu la dimension réflexion et action. Oui, alors, comme il ne s'agit pas de retourner vers une sorte d'essence, mais qu'il s'agit quand même de créer et d'inventer en prenant ce qui peut être pris, qui correspond à la modernité. Donc, nous, j'ai lancé une expérimentation sur un morceau de la ville de Lomé, dont donc l'ambition est d'en faire un morceau de ville qui ne fonctionne pas sur un urbanisme de la civilisation, mais un urbanisme du système du monde, en implémentant un certain nombre de dispositifs empruntés à la société de tradition, qui ferait que ce morceau de ville-là aurait un fonctionnement village. Le premier dispositif, c'est qu'on recycle l'enclos d'initiation, parce que le monde des nouvelles technologies aujourd'hui a tout seul accouché d'un dispositif qui ressemble beaucoup à l'enclos d'initiation, qui est tout ce qui est Fab Lab, Hackerspace, etc., qui sont ces lieux où les gens se retrouvent, échangent, passent beaucoup de temps ensemble pour prendre en charge des problèmes et essayer de les résoudre eux-mêmes, mais en mobilisant des ressources qui échappent un maximum à l'emprise de ce que nous appelons depuis tout à l'heure le capitalisme. Donc l'idée, c'est de déployer sur la ville un réseau d'enclos d'initiation un peu 2.0, à pratiquement un tous les 2 kilomètres, et d'avoir une sorte de maille comme ça sur toute la ville, et chaque lieu, chaque enclos d'initiation recruterait dans son environnement, donc les jeunes vraiment du périmètre d'un rayon d'1 kilomètre autour viendraient, passeraient énormément de temps, ce ne serait pas de la réclusion, mais quand même passeraient énormément de temps dans ce lieu à réfléchir ensemble, à imaginer des projets qui impactent la proximité, le rayon d'1 kilomètre autour. Et prenant le pari que les technologies sont aujourd'hui très 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 démocratisées et en vrai très abordables, ils pourraient se saisir de ces technologies-là, dont beaucoup sont en source ouverte, pour développer eux-mêmes le dispositif de collecte de déchets pour le rayon d'1 kilomètre, le dispositif de production d'énergie pour le rayon d'1 kilomètre, le dispositif qui nourrirait tout le monde dans le rayon d'1 kilomètre, etc., qui tous s'appuieraient sur ce lieu. Et que ce lieu réglant tous les problèmes dans l'environ, en additionnant les thématiques urbaines, gestion des déchets, gouvernance, mobilité, etc., et en développant des projets qui essaient d'adresser chacune de ces problématiques, et bien ce lieu deviendrait un peu, comme dans le village, le lieu où une cohésion est faite, dont profite son environnement. Maintenant, les projets qui sont développés dans ces lieux, on en ferait des start-up. Parce que la start-up est aujourd'hui ce qui
on dit scale, qui change d'échelle rapidement. La startup, c'est le meilleur moyen de mettre une solution très rapidement entre toutes les mains, par cette distribution que permet les nouvelles technologies. Et la startup, en fait, c'est un moyen de consultation direct. Et une startup a plus la possibilité de changer une ville qu'une décision d'État. C'est-à-dire que Uber peut impacter plus rapidement la mobilité que ce que pourrait faire un collège d'experts réunis pour lancer une politique publique. Voilà. Donc, exact. Voilà. Donc à partir de ces petits points, lieux ressources, on lance des projets qui deviennent des startups et qui donc irriguent la ville. La différence, c'est que ces startups ne sont pas des Uber-like. Les startups appartiennent à la communauté des gens qui ont eu ces idées. Il n'y a pas de chef d'entreprise. Le leadership est tournant sur l'ensemble des membres de la communauté qui sont des gens du quartier qui développent une start-up pour régler leurs propres problèmes, que tout l'usufruit en quelque sorte est distribué sur les membres de la communauté, de sorte qu'on imaginerait des Uber, des Airbnb, etc., qui sont juste des technos qui mettent en relation les gens, qui font du bénéfice, mais qui servent juste à permettre au dispositif, à l'ensemble des nœuds de fonctionner, au plus faible d'être soutenu, etc. etc. Donc, depuis 2012, on essaie de concrétiser cette utopie. On a aujourd'hui 2 espaces qui ont été créés, donc les 2 premiers lieux de ce réseau auxquels on pense, qui sont WellApp 0 et WellApp Prime, c'est 2 espaces de 650 mètres carrés chacun. C'est quand même à eux 2 le plus gros tech hub aujourd'hui de la sous-région. Et chacun de ces lieux incube une communauté de jeunes qui développent des projets dont l'ambition est d'impacter le rayon d'1 kilomètre et puis un peu en fractal aussi, s'étendre à toute la ville. En faisant des entreprises qui sont inclusives et qui redistribuent. Oui, en tout cas en changeant à partir de là où l'on est aujourd'hui, en transformant en tout cas cette approche entrepreneuriale et en l'amenant à un autre niveau en termes d'impact social et même plus d'ailleurs tellement pensé comme impact dans le sens où l'entreprise elle-même et la société et la communauté. Exactement. On n'est plus dans une logique de nous allons avoir un impact autour de nous, mais nous-mêmes en fait sommes en train de faire pour nous-mêmes. Exactement. Donc l'entreprise et la société, c'est exactement ça. Et dans la configuration actuelle où on est, tous les échanges ont un médiateur, ont un témoin qui est la monnaie. Dans ce système-là, la monnaie disparaît aussi, parce que si on réplique des lieux sur toute la ville, et que ces lieux-là lancent des startups, qu'on imagine qu'il y ait 100 000 startups qui émergent comme ça. Il faudrait trouver un autre nom que startup, non ? Puisque l'idée de startup, ce que vous avez l'air de mettre en avant, c'est le fait que ce soit une solution apportée concrète, un service ou un bien qui permette immédiatement de transformer à la fois un usage et de transformer ce que sont même les usagers ou bien les gens qui bénéficient, les personnes qui bénéficient, ils ne sont plus des clients mais du coup des usagers des personnes qui s'intègrent dans un réseau, d'une socialité, dans une communauté. Donc peut-être qu'il faudrait aussi trouver un moyen de ne pas faire de confusion en termes de termes, parce que là, startup... Alors, moi, je trouve ça plus bankable plus fun, en quelque sorte, de ne pas abdiquer les termes, mais de les retourner et d'imposer une nouvelle approche des termes. D'accord. Bon, en tout cas, l'idée à retenir, c'est probablement que on a les moyens, on a la possibilité, c'est aussi intéressant en termes de gouvernance, ce que vous apportez comme regard, et surtout en termes de capacité, qu'aujourd'hui, même une jeunesse africaine qui trouve des débris, des déchets, et qu'à partir de là peut fabriquer des objets technologiques, on l'a vu dans plusieurs espaces en Afrique, même au WellApp, je crois que vous avez construit une imprimante 3D à partir de déchets. Au Ghana aussi, il y a des expérimentations intéressantes qui sont menées. Donc, c'est-à-dire que non seulement les ressources existent, il faut simplement changer de paradigme en termes de ce qu'on entend par ressources. La ressource, c'est ce qui est, tout comme être moderne, c'est être de son temps. La ressource, c'est peut-être ce dont on dispose, en fait. Peu importe que ce soit de l'argent ou du temps ou des personnes ou des déchets. Et que, en plus de ça, il ne faut pas négliger l'aspect
le potentiel vraiment de transformation qui est recouvert par ces différentes activités en fait, qui peuvent être mises en œuvre de manière très simple et très rapide et qui ont parfois beaucoup plus d'effet qu'une politique publique. Donc ça aussi nous amène à changer de logiciel en termes Alors il y a un problème qui est que effectivement souvent quand on présente ce genre d'ambition, les gens le confinent tout de suite dans des catégories où on parle de déchets, on parle de fer, mais ce n'est pas forcément verrouillé sur ce genre d'approche. Et je pense que c'est même inquiétant parce que en fait ça participe de ce que j'appelle un exotisme technologique et c'est limiter un peu l'ambition que peuvent avoir ce genre de système. En fait, ce genre de système peut permettre d'aller vers des sociétés très de la complexité. Ce n'est pas des sociétés, à vrai dire, du renoncement. Et cet exotisme-là a été parce que le capitalisme se défend. Le capitalisme a cette sorte de sagacité de savoir produire quand elle se sent en danger, en quelque sorte sa propre critique, pour en quelque sorte la digérer et pouvoir se survivre, voilà, et se survivre. Ouais. Et toutes ces approches du déchet, du Fab Lab, qui est un lieu où les gens vont finalement pour se donner un peu un supplément d'âme, donner bonne conscience, etc., ont beaucoup été poussés et l'Afrique en a fait un peu les frais parce que quand nous sommes arrivé un peu pionnier sur ce mouvement, tout de suite, moi j'ai eu à me confronter à des gens qui venaient aussi, des jeunes avec leur sac à dos, mais avec une toute autre approche de la chose qui était, et c'est peut-être pas très juste envers les hippies de dire que c'est un peu hippie, ou c'était oui, les Africains, il y a un Elon Musk dans chaque décharge, un jeune qui fabrique des choses extraordinaires à base de déchets, qui ont plutôt tiré la chose vers quelque chose d'un peu de folklorique, alors que ce dont on parle, c'est d'accoucher réellement d'un autre projet de civilisation. Voilà. Qui parle les yeux dans les yeux au modèle civilisationnel, voire qui soit capable de le renverser. Donc on ne s'interdit pas de produire, d'aller dans de la complexité, dans de l'inventivité, y compris dans des technologies très avancées. Et le pari qu'on prend, c'est que ça peut se faire dans le cadre de structures distribuées qui intègrent tout le monde, etc. Quand on intègre tout le monde, on n'est pas forcément verrouillé sur du recyclage de déchets. Effectivement, c'est une réponse très directe à la question du déchet, parce que le système très hiérarchique favorise plus le déchet, parce que le déchet n'est pas sous vos yeux. Mais dans un système d'interdépendance, on trouve déjà de déboucher plus facilement à son déchet, et vu que c'est des sortes de smart grid, des réseaux de proximité, le recyclage est beaucoup plus dynamique. Mais ce n'est pas du verrouillage sur... Non, bien sûr, non. Moi, simplement, ce que je voulais souligner en parlant du déchet, c'est que même à partir de là, en fait, on a la possibilité de faire des choses extraordinaires. Exactement, oui. Et qu'en même temps, c'est important de le savoir et de le rappeler. Ouais. Et l'autre chose, c'est également que le pouvoir n'est pas verrouillé par la forme traditionnelle dans laquelle il a été enfermé ces derniers siècles, en tout cas. Donc c'est aussi ça, c'était aussi pour rappeler que la vulnérabilité n'est pas contenue dans... la matière première dont on dispose au départ quand on se lance dans ce type d'entreprise, ni même parce que l'on estime ou que l'on croit encore être les structures de pouvoir qui nous gouvernent, parce que en réalité le pouvoir est peut-être beaucoup plus diffus et beaucoup plus... On a la capacité d'y accéder et de s'en emparer et d'en faire l'expérience pour transformer beaucoup plus directement. On le croit. Ouais. Et en fait, ce système-là, s'il passe à l'échelle, rend le pouvoir caduque de lui-même. Exactement. C'est-à-dire que... obsolète, de toute façon. Voilà. Le nous, pouvoir s'effondre tout seul. Si tant est qu'il ait déjà été vaillant dans nos états. Pas tout à fait vaillant. En tout cas, merci beaucoup, Senamé. Merci. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode,
et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes amies comme r22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Parler d'années de la Terre de Rossé et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. À bientôt!